Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Plus de 10 000 élèves ont été affectés par les attaques terroristes dans la région de Tillabéri. Leurs scolarités sont en danger. Une situation qui constitue une préoccupation majeure pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le reportage est signé Hassan Saleh Moussafa. La dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri a contraint des milliers de personnes de quitter leur village pour s'installer dans des endroits plus sûrs. C'est l'exemple à Walam où plus de 5000 personnes ont trouvé refuge et relocalisé sur un site. Parmi ces personnes, un nombre important d'enfants scolarisés qui ont été aussi forcés à abandonner les bancs du fait de la fermeture de leurs écoles. Plus de 100 établissements scolaires. La fermeture forcée des écoles est une tragédie qui va au-delà de l'humanitaire parce que vous privez une génération d'enfants d'un droit fondamental qui est celui de l'éducation. Et en plus, vous le faites dans une situation où la radicalisation est possible. Et vous savez, la radicalisation se nourrit du manque d'éducation, disons-le. Et donc, vous laissez le champ ouvert à des manipulations de ces populations civiles qui mènent à la catastrophe. Donc, je suis très inquiet de cela. On l'a vu dans d'autres pays. Vous savez, on l'a vu en Somalie, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu dans d'autres pays en crise et c'est très dangereux. Au Mali, cela se produit depuis des années déjà. Mais je vois que maintenant, le risque, c'est que ça se répercute ici au Niger. Déjà, le Niger a un déficit dans le domaine de l'éducation que le développement est en train d'essayer de combler. Et là, c'est un pas en arrière et pas un pas en avant. Donc, le sort de ces enfants victimes d'attaques terroristes et dont leur avenir est compromis inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut qu'on soit préoccupé par cela. Alors, pour ce qui est de l'urgence, les jeunes qu'on a vus à Walam, ça, c'est des jeunes qui disent on ne peut plus aller à l'école parce que les écoles ont été fermées. Bon, on peut avoir des approches d'urgence. Et l'approche d'urgence la meilleure, c'est pas de créer des systèmes parallèles, des camps, tout cela n'est pas soutenable, mais c'est de faire en sorte que ces gens puissent avoir accès au système national d'éducation, mais en même temps renforcer ce système pour qu'il puisse absorber plus d'élèves. J'ai posé la question aux déplacés, j'ai dit, vous allez à l'école, les enfants vont à l'école, ils m'ont dit, oui, certains vont à l'école, certains vont pas. Il faut pas. Vous savez, on a vu par exemple en Syrie, 6 millions de réfugiés syriens. Au début, on n'a pas assez fait attention à l'aspect éducation et les enfants ont raté 3-4 ans d'éducation, d'école. Ça, vous savez, rater ça, vous ne le récupérez plus dans votre vie. Et donc, il faut vraiment investir dans l'éducation ici au Niger et dans la région. Nous sommes dans le deuxième trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Le temps passe, les élèves déplacés de la région de Tillabéri qui sont dans cette situation attendent de connaître leur sort. Selon l'UNICEF, au total 128 écoles ont été fermées dans la région de Tillabéri, affectant 10 325 élèves, dont 4 946 filles. Dans cette région, 29 écoles ont été attaquées, dont 14 brûlées par les terroristes, touchant 345 enseignants selon les chiffres fournis par l'UNICEF à la date du 23 janvier 2020. L'agence Hambali Voyage prépare donc le Hajj 2020. À cette occasion, cette agence a débuté la série de formations à l'endroit des futurs candidats pour le pèlerinage 2020. La récréation est terminée pour les encadreurs de l'agence Hambali Voyage. Et rien de mieux qu'une journée de réjouissance pour symboliser le lancement de la formation des candidats au pèlerinage 2020. Rafraîchissement et méchoui ont facilité mise au point et recadrage des encadreurs et encadreuses. Nous demandons à tous les pèlerins qui sont inscrits au niveau de Hambali Voyage de venir prendre contact avec des marabouts qui sont en permanence dans ce centre pour qu'ils leur donnent les formations en fonction de leur calendrier. Ça, c'est la formation individuelle. Ensuite, la formation de masse va débuter le 1er février, Inch'Allah.
au niveau de l'habituel le centre de formation au niveau de l'école Jori, Inch'Allah. Ça aussi, ça va se commencer à partir du 1er février 2020, Inch'Allah. Et cela, c'est tous les samedis de 9h à 11h. Et la porte est grandement ouverte à tous les pèlerins nigériens de résidents à Niamey, qu'ils soient de Hambali Voyage ou d'une autre agence. Dans tous les cas, nous sommes au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ce temps, le PDG de Hambali Voyage séjourne en ce moment même en Arabie Saoudite pour préparer le terrain aux futurs pèlerins et pèlerines de son agence. En Terre Sainte, l'honorable Bachir Haruna Hambali a signé une convention avec un milliardaire saoudien spécialisé dans le Hajj et la Umrah. Au cours d'un dîner de gala offert à l'honneur des responsables de Hambali Voyage, le partenaire saoudien s'est dit réjoui de travailler avec l'agence de Bachir Haruna Hambali dans l'organisation de la Umrah et du pèlerinage. ina fata Allah ya albarka kan wannan taro da aka yi akan wannan kwantar da za a yi na umara da abincin alhazai yana fatan Allah ya sa albarka shi kuma ya yi murna da zuwan ku. C'est donc bien parti pour une bonne organisation du Hajj 2020 qui promet d'être meilleur que celui de 2019, déjà unanimement salué par les pèlerins de l'agence Hambali Voyage. Autre aspect de cette édition d'information, une de nos équipes a fait un tour ce matin au niveau du marché Haboutagui de Yantla pour constater la disponibilité des légumes en cette période. Le reportage est signé Asma Oseidou. Ils sont disponibles et à des prix abordables. Les légumes frais en cette saison froide. Choux, carottes, poivrons, oignons, pommes de terre, tomates, pour ne citer que cela. Une période pendant laquelle les revendeurs se frottent les mains. Les légumes sont disponibles. Les clients aussi viennent acheter. Nous vendons la demi-tasse du piment à 500 francs, la tomate à 750 francs et le poivron à 500 francs. Dieu merci, je trouve mon compte. wannan so lokacin fage tubarkalla wallahi alhamdulillah fi sabilillah bargudu ne ba bare ko kaga dai mu tubarkalla alhamdulillah mun gode Allah kasa. Je vends du poivron. C'est disponible et nous le vendons à un prix abordable. Voyez ce sachet, je le vends à 200 francs CFA. Dieu merci. Les clients aussi sont très contents de la disponibilité de ces produits, mais aussi leur prix abordable. Maintenant, c'est moins cher maintenant. Les légumes sont moins chers, donc c'est bon quoi. Les légumes coûtent moins cher, la carotte, la tomate, bref, tous les légumes. Dieu merci, tout est moins cher. Avec 1000 francs, ton panier est rempli. Ces légumes sont produits ici au Niger, dans plusieurs localités, et une partie est importée des pays voisins. Du sport dans ce journal, les Jeux Olympiques de Tokyo s'approchent à grands pas. Un rendez-vous au cours duquel le Niger visera le podium sur plusieurs disciplines. Un objectif visé par le Comité olympique et sportif national du Niger, COSNI. Explication avec Tijani Amadou Youssouf. Il est le secrétaire général du COSNI. Comme vous le savez, le Niger a rompu avec la pratique ancienne qui consistait à partir aux Jeux Olympiques et puis, même s'il n'y a pas de médaille, on revient, ça c'est terminé. Désormais, le Niger va s'assumer pour qu'à chaque Olympiade, qu'il y ait des médailles supplémentaires que les Nigériens vont gagner à ces Jeux. Donc c'est pour cela que pour pouvoir gagner, il faudrait effectivement s'assurer du niveau de performance de ces athlètes. Et le niveau de performance est aussi lié au niveau d'encadrement et un certain nombre de paramètres qu'il faut vérifier, suivre
accompagner pour que, quelque part, on soit en phase avec le processus d'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons effectivement commencé cette visite par Dakar. Au niveau de Dakar, nous avons 2 centres. Le centre de développement de la natation, qui est le plus grand centre de la Fédération internationale de natation en Afrique, et c'est d'ailleurs l'unique. C'est à ce niveau que se trouvent nos athlètes de natation. Donc, nous avons 3 athlètes là-bas, 2 garçons et une fille. Donc, c'est Al-Mokhtar Al-Bashir et puis Al-Hassan et la fille. Nous avons également, à côté de ce centre, pas très loin d'ailleurs, mais nous avons le centre d'encadrement pour l'athlétisme, où notre athlète Amina Seni, qui, comme vous le savez, a déjà obtenu sa qualification pour sa participation à ces Jeux olympiques. Donc Amina se trouve dans ce centre de performance. C'est un centre également très élevé en matière d'encadrement de l'athlétisme au niveau africain. Donc voilà, ce sont ces 2 centres que nous avons visités. Et lors de la visite, nous avons rencontré aussi bien ces athlètes que les encadreurs et pratiquement presque tous les représentants du mouvement sportif là-bas dans ce pays. Ils nous ont accueillis vraiment de la manière la plus courtoise possible et nous avons constaté que nos athlètes sont dans de très bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, place à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'intégralité du point de presse animé par le Ben Sinex. Mesdames, Messieurs, bonne réception, bonsoir. Il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est sa récitation favorite. Et il faut rappeler, nous avons fait un débat autour de la même crise en 2019 à la télévision. Van Frey, il était sorti pour servir le même comportement à l'opinion nationale. Donc, sa sortie pour nous, c'est un non-événement, mais par respect à vous, nous allons tenter de la définir. Tout simplement, c'est de la désinformation du début jusqu'à la fin de cette fameuse sortie que vous avez couverte et dont nous avons suivi avec l'ensemble des concitoyens. Heureusement que nous l'avons avancé autour des informations fiables, autour de cette crise qu'ils ont arbitrairement imposée au SNEX. Mais, en résumé, tout celui qui sait commenter un texte, puisque la parole c'est un texte, même si elle n'était pas écrite hier, c'est que le discours du ministre est plein de contradictions. Contradictions qui nous rappellent un comportement hypocrite. D'abord, au début, il dit pas de négociation. Ça, c'est la position du gouvernement. Et à la fin, il dit il y aura négociation. Il faut que le ministre dise à l'opinion nationale qu'est-ce qu'il veut. Il ne négocie pas en même temps, il négocie. Ça, c'est la première contradiction qu'il faut relever. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie à un comportement partenarial hypocrite. Il faut arrêter cela. Deuxièmement, son texte ici, c'est uniquement de la désinformation. Par rapport à tous les points qu'il avait agités, c'est de la pure désinformation. Il a réitéré la énième désinformation en disant au jour où il s'adresse à l'opinion nationale, il s'est acquitté de tous les droits statutaires en souffrance antérieurs à 2019. Ça, c'est ce qu'il a servi à l'opinion nationale. Mais nous allons rappeler ce qui n'a pas à ce sujet servi à l'opinion nationale. Nous nous sommes rencontrés le vendredi 24 de ce mois. Voilà le compte rendu. Par rapport à ce point où il aime séduire l'opinion nationale, l'acquittement de ses engagements par rapport aux droits statutaires en souffrance. D'abord, l'État nous doit 2 dettes. Les dettes
antérieures à 2019 et les dettes de 2019. Voilà le contenu du compte rendu de la rencontre du 24 janvier 2020. Pour les autres IPN, à savoir Niamey, Agadez et Tawa, elle totalise 854 534 948 francs d'arriérés qui seront payés en 2 mensualités. Ici, il s'agit de la dette de 2019 que l'État informe. Pour la première fois, elle reconnaît qu'elle a une deuxième dette vis-à-vis des enseignants-chercheurs qui se sont acquittés de leurs obligations, mais ne les a pas payés. Ça, c'est la nouvelle dette de 2019 qu'elle a décidé de liquider. La première tranche sera payée avec les salaires du mois de février 2020 et la seconde avec le salaire du mois de mars 2020. Mais l'opinion nationale n'a pas de courte mémoire. Elle a pris les mêmes engagements à travers un protocole d'accord qu'il a signé le 23 mai 2019 où il s'est engagé à honorer, à payer intégralement la première dette fossile au plus tard le 31 août 2019. Il n'a pas honoré cela, il n'a pas dit ça à l'opinion nationale. Mais nous avons dit ça à l'opinion nationale, elle n'a pas oublié que nous l'avons informé de façon fiable par rapport au non-respect de cet engagement pris par le même ministre. Il n'y a pas de pire mépris que de servir la désinformation à l'opinion nationale, puisque l'opinion nationale, c'est quoi? C'est l'ensemble de nos pères, de nos mamans, de nos enfants, de nos petits. C'est ça l'opinion nationale. Et l'ensemble des compatriotes africains qui sont ici, c'est ça l'opinion nationale. Elle n'a pas honoré cet engagement qu'elle a pris au plus tard le 31 août 2019. 5 mois après, il a fallu que la section de Niamey grève pour localement interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur sur la nécessité de respecter le protocole d'accord. Ils ont grévé. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé timidement à payer par lambeaux cette dette fossile. Ça, les 850, c'est la nouvelle dette. Je vais vous dire en conclusion, en point de conclusion, pour vous montrer que le ministère n'a servi que des informations à l'opinion nationale. Heureusement que nous l'avons dévancé et ils savent sur quel pied danser. Le gouvernement propose le règlement en 2 tranches des droits statutaires 2018-2019 que je venais de vous souligner. La nouvelle date, elle va l'éponger au plus tard fin février et fin mars en 2 tranches. Et après cet engagement, par expérience, nous savons qu'il ne va jamais respecter, qu'il n'a pas respecté le premier. Là, elle a menti devant l'opinion nationale. Le SNEX rappelle au gouvernement l'existence des droits antérieurs non encore payés. Donc, il s'agit des droits statutaires antérieurs à 2019. Ça, c'est le compte rendu que le ministre a reconnu, c'est signé. Il a reconnu qu'il n'a pas soldé. Le 24 août, on l'a rencontré, qu'il n'a pas soldé l'ensemble des droits statutaires antérieurs à 2019. Par rapport à ce solde, qu'est-ce qu'il a dit? Ce à quoi le ministre demande de lui faire parvenir dans les plus brefs délais l'état de ses droits et s'engage à les honorer dans les mêmes échéances, c'est-à-dire le solde de l'ancienne dette. Il va aussi les payer au même titre que les 854 millions en 2 tranches. Il va les payer dans le salaire de février 2020, dans le salaire de mars 2020. Il dit qu'elle les a payés. Voilà le compte rendu. Le solde, il va le payer au même titre que la nouvelle dette dans le mois. Donc, il y a 2 dettes qu'il va payer. Les arriérés non encore soldés de 2016 à 2018 dans le salaire du mois de février et mars. Et ensuite, la nouvelle dette qui s'élève à 854 millions et quelques poussières de francs CFA. Là aussi, cette dette, il s'engage à la payer dans les mêmes mois. Ce monsieur-là, au nom du gouvernement qui n'a pas honoré les 970 millions, même après le 31 août 2019, comment il peut jumeler l'ensemble de ces dettes qui vont aller dans 1 milliard à côté des salaires qu'il peine à payer, à côté des autres préoccupations qu'il peine à gérer? Comment ce gouvernement-là va honorer ses engagements? Il ne va jamais honorer. Et il nous a surpris en disant non, ce n'est pas de façon sérieuse qu'il a signé le protocole d'accord. Il sait au fond de lui-même
Et le gouvernement sait au fond de lui-même, quand il a signé, c'est pas lui pour le respecter. Ça veut dire qu'il se moque de l'opinion nationale. S'il ne le respecte pas, il faut qu'il respecte l'opinion nationale. Voilà un démenti formel à la fameuse sortie des informations du ministre de l'Enseignement supérieur qui parle au nom du gouvernement. Voilà la coexistence de deux dettes. La dette sous forme de solde antérieure à 2019 et la dette de 2019 qui, si on fait la somme, tourne autour de 1 milliard et quelques poussières de francs CFA qu'il s'engage à solder dans une première tranche en fin février 2020 et dans la seconde tranche en fin mars 2020. Et il dit qu'il a tout réglé. Il n'a pas réglé. Il n'a pas dit la vérité à l'opinion nationale et il faut qu'il respecte l'opinion nationale. La grève est en cours et elle va se poursuivre, puisque le gouvernement dit qu'il ne va plus respecter le protocole d'accord du 23 mai 2019 qu'il a signé devant l'opinion nationale. Il a dit que le fait d'exercer son droit constitutionnel de la grève, reconnu par les différents textes, c'est un danger pour la République, puisqu'il pense qu'en exigeant la réhabilitation de notre droit consacré par les textes, c'est un danger pour la République. Mais je lui rétorque aussi, les citoyens du Niger sont en danger quand, au nom de la fonction gouvernante, un groupuscule de gens vont faire des réformes unilatérales sans impliquer les acteurs. Ça aussi, c'est un autre danger qu'il faut arrêter. Et ensuite, le même ministre a confondu deux types de réformes. La réforme qui a abouti à l'adoption de la loi controversée 2019-05 du 6 mai 2019, controversée, que nous combattons pour la réhabilitation de notre droit électif. Ça, il y a cette réforme. Et il y a les réformes qui ne sont pas encore traitées. Donc nous avons eu des rencontres et nous avons marqué notre accord. Vous avez entendu, les enseignants-chercheurs ont un volume horaire antérieur à ceux de la sous-région. Ça, il parle par ouï-dire, c'est par rumeur, c'est pour intimider l'opinion nationale. Qu'est-ce qu'il sait de ce qui se passe dans les autres universités africaines? Je crois qu'il faut qu'elle réussisse dans l'accomplissement de sa mission nationale, pas du karambani ailleurs. Sinon, avant 2012, le volume horaire des enseignants-chercheurs et chercheurs du Niger, c'est 100 heures. Avec la réforme LMD, nous avons consenti de voir rehausser le volume horaire et ça allait à 120 heures. Et il faut équilibrer, puisqu'il faut que l'opinion nationale, nous avons une double mission, et à la recherche et l'enseignement. Il ne faut pas que la recherche empêche l'enseignement, il ne faut pas que l'enseignement empêche la recherche. Si on se recherche, d'un point de vue pédagogique, l'enseignant-chercheur, il risque de ne pas faire la recherche. Et si aussi il fait la recherche, donc il faut équilibrer, c'est pourquoi il ne faut pas se recharger. Et tous les droits dont il fait allusion sont légaux. Ils ont des droits légaux. Nous ne sommes pas jaloux. C'est leur choix de l'existence sociale qui leur a constitutionnellement donné ces avantages. Mais ils peuvent être jaloux de nos droits qui sont légaux, qui ne sont pas tombés du ciel. C'est la fonction de l'enseignant-chercheur qui universellement l'implique. Donc, il ne faut pas faire une confusion entre les réformes en cours, qui ne sont pas encore nées, elles sont projetées dans la nature, et l'unique réforme que nous sommes en train de combattre, unilatérale, qui a remis en cause notre droit électif. Et le fait qu'une structure syndicale exige, puisqu'il n'a pas compris juridiquement ce que veut exiger, c'est une demande nécessaire quand votre droit est remis en cause par un pouvoir arbitraire, et c'est ça que nous sommes en train de combattre, et nous ne sommes pas d'accord que notre droit électif ne soit pas réhabilité. Même s'il faut le défaire, il faut que ça se fasse de façon consensuelle. Or, ça a été fait de façon unilatérale et nous ne pouvons jamais accepter cela. Ensuite, le même ministre au nom du gouvernement dit que dans la sous-région, dans le monde, tous les recteurs sont nommés. Mais pourquoi il part ailleurs, là où il ne maîtrise rien? Il faut qu'il reste au Niger. D'abord, la première université, Abdou Moumouni, elle a vécu d'abord sous un régime nominatif, dans une gouvernance nominative. Et on a combattu ce régime nominatif de la gouvernance universitaire parce qu'il était désastreux pendant les différents régimes d'exception. C'est ça que le gouvernement veut réhabiliter dans un contexte démocratique. Et si nous combattons ce retour de la nomination dans un contexte, ça sera pire que dans le régime d'exception parce qu'il y aura une terrible infiltration politique. Ça sera les recteurs des partis politiques et non des recteurs nationaux, et nous ne sommes pas prêts
à faire cela. S'il faut faire, il faut impliquer tout le monde. Il faut qu'il y ait argument contre argument. Nous écoutons leurs arguments. Si leurs arguments sont solides, nous allons revenir. Convaincus, si les arguments ne nous convainquent pas, ils sont obligés d'accepter nos arguments. Mais nous ne pouvons pas accepter en tant qu'universitaires, parce qu'au nom de la fonction gouvernante, qu'un groupuscule, puisque ce n'est pas tous les Nigériens. Et par rapport aux enjeux nationaux, on concerne tous les Nigériens. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour que l'État redresse son comportement. Il faut nous impliquer et nous avons demandé l'amendement. L'État doit marquer son accord par rapport au principe d'amendement. Nous savons que tout amendement relève de la compétence des députés.